Nous déclarons ouverte la 17e cérémonie de remise du prix FIR Pierraille et je vais commencer par donner la parole à Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans cette belle salle. Et voilà, je laisse la place à Jean. Bientôt, mon titre sera directeur des investissements et du financement durable. Je sens que ça va bientôt arriver. Voilà, donc je me présente, Jean-Louis Charles, je suis le directeur des investissements du financement du groupe AG2R La Mondiale depuis 10 ans et donc j'ai la chance de travailler avec Philippe Dutertre et Olfa Goudi, ici présentes. Alors, je vais commencer en énumérant les présidents, puisqu'on est un groupe de paritaires, il y en a toujours quelque part un président ou une présidente. Donc, mesdames et messieurs les présidents, délégués généraux, directeurs et surtout chercheurs. Donc, je suis ravi d'accueillir cette cérémonie de remise des prix FIR PRI Finance et Développement Durable au nom d'AG2R La Mondiale, qui est le témoin de l'attachement du groupe au FIR, au-delà du fait que donc Olfa et Philippe forment un tandem au conseil d'administration au titre du collège des investisseurs. Elle témoigne aussi de la conviction que le groupe a exprimée depuis plus de 20 ans maintenant dans le domaine de l'ISR en tant que pionnier. Et je dirais, malgré le fait que, malgré les réticences de certaines parties prenantes au début, et qui s'est manifesté récemment par le fait qu'on a été parmi les premiers à publier notre plan de sobriété énergétique. Donc pour ce qui nous concerne, le développement durable a été très tôt une affaire de conviction. Depuis quelques années, et surtout depuis 2021, c'est surtout devenu un sujet réglementaire, une obligation, alors même que certaines notions qui sont fondamentales, puisque ce sont les notions sur lesquelles on jugera les engagements qu'on a pris, sont encore floues ou incomplètes. Donc on ne peut que se féliciter que grâce à des jeunes chercheurs comme ceux dont les travaux sont récompensés aujourd'hui, et même les autres qui n'ont pas été récompensés mais dont les travaux sont vraiment de bonne qualité, le socle méthodologique va progresser pour que enfin on puisse avoir un accord total entre nos convictions et nos obligations. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais parler, bien sûr, du thème de cette cérémonie, de la commission recherche du Forum pour l'investissement responsable que je préside, et vous dire une année supplémentaire que, bien sûr, la recherche et a fortiori la recherche académique en finance durable est pris très très à cœur par le FIR, qui a déployé de la ressource, du temps, de l'énergie pour mettre en valeur ce que le monde académique et ce que le jus de cerveau peut offrir à l'industrie du financement, au monde de l'investissement, comme guide pour aussi formaliser un peu de durabilité dans ces décisions-là. Donc la commission recherche sont tout simplement des membres du FIR ou des investisseurs ou d'autres acteurs dans l'écosystème du financement qui ont envie de s'investir dans des thématiques structurantes en matière de finances durables. Les projets de la commission recherche, on n'en manque pas. On est toujours assez enthousiaste pour mettre en œuvre et pour dégager du temps, former des groupes de travail et mobiliser les différents participants du FIR autour de ces sujets-là. Dans les semaines, dans les mois à venir, ce que nous souhaitons faire, comme on a pu le faire par le passé, c'est toujours continuer à échanger et à être une soupape de communication entre le monde académique, le monde de la recherche et les parties prenantes du FIR, donc les investisseurs, mais pas seulement. Et donc il y a un format qu'on aime bien, ce sont les pitchs. Tous les ans, quasiment depuis 2 ou 3 ans, on aime bien mettre ça en avant. On l'a déjà matérialisé dans le cadre d'une conférence. On aimerait remettre ça au goût du jour parce que ça donne la possibilité en fait à des chercheurs, des gens qui sont pas forcément habitués à communiquer avec le monde de la finance, et bien justement à nous fournir en un temps
parfois limitée, c'est vrai, mais la substantifique moelle de ce que leur recherche peut fournir. Et en fait, on constate que bien souvent, il y a des choses très très structurantes, matérielles, qu'on peut effectivement mettre en œuvre dans le cadre d'un référentiel, dans le cadre d'un choix de matrice de risque. Il y a beaucoup de choses qu'on peut effectivement récupérer et qu'on peut absorber via ce format des pitchs, qui est donc l'intervention sur une courte durée, présentation de projets de recherche. Donc ça, on va très clairement essayer de réutiliser ce format-là. Il y a un projet qui est en cours, qui a déjà commencé, qui, je l'espère, va se matérialiser d'ici la fin de l'année, qui est d'élaborer un panorama des données extra-financières, alors qui peuvent venir de différents horizons, mais notamment de la société civile et bien sûr du monde académique. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ressources, de données qui sont finalement exploitables, pas forcément dans le giron d'une démarche commerciale, même si c'est pas non plus exclu. Mais voilà, le monde des ONG, le monde des chercheurs peuvent aussi être un vivier de ressources et d'outils. Et voilà, c'est dans le cadre de ce panorama qu'on essaiera de caractériser ces différentes sources. Et enfin, je conclurai en disant que le sens de l'histoire des commissions, c'est de travailler ensemble, et ce qu'on aimerait pouvoir faire dans le futur, c'est de se coordonner entre notamment la commission recherche et la commission engagement. Vous savez que le FIR a beaucoup investi sur le thème de l'engagement, et on se dit que une action directe et extrêmement utile de la commission recherche, ça serait ça, c'est de fournir des outils, des petites analyses, des revues de recherche qui seraient utilisables dans le cadre d'un programme d'engagement. L'engagement, c'est aussi de l'expertise, et l'expertise, c'est du temps, c'est de la valeur ajoutée. Et donc cette interaction entre commission recherche et commission engagement, elle fait complètement du sens, et on espère pouvoir la matérialiser d'une manière ou d'une autre. Donc voilà pour les projets à venir et on va dire les grandes directions qu'on souhaite donner. Il y en aurait certainement d'autres. Mais en tout cas, on se réjouit tous les ans de pouvoir animer et faire partie de ce collectif qui est le collectif du prix FIR-PRI, d'abord de rencontrer plein de chercheurs, d'académiques, tous plus passionnants les uns que les autres, mais aussi de pouvoir interagir ensemble, réfléchir à tous ces sujets. C'est vraiment un espace et un moment qui est tout à fait privilégié et on s'en réjouit au FIR. Moi, d'un point de vue très personnel, et puis je l'espère pour toutes les parties prenantes qui sont concernées. Donc, je vais laisser la parole alors de façon indirecte, digitale, à Caroline Flammer, qui est donc la présidente du jury cette année, donc pour cette 17e édition. Et je reprends la parole un petit peu plus tard pour animer de façon un peu plus directe les prix qui seront annoncés. Bonsoir, mesdames et messieurs. It was such an honor and great pleasure to be chairing this year's award committee and, more importantly, reading all the fantastic work by the awardees. Mes meilleures félicitations, my heartfelt congratulations to all of the awardees for the outstanding work. Your work really stood out in terms of its impact, rigor, relevance, and innovativeness of the research. The projects span a wide range of themes, all of which are of greatest relevance for practice as well as the research of responsible investment. So again, bravo. Now, I'm very sorry that I cannot be there with you for health reasons. I would have loved to celebrate this very special moment and achievement with you. Actually, 7 years ago, I was in your shoes. I was awarded the Best Published Paper Award, and it was at the very beginning of my career. It was a very special moment. Yes, it was Paris. I love Paris. Well, who doesn't? And yes, it was an award, but it meant so much more than just an award. Especially as a junior scholar, it gave me that little spark, that signal that somebody out there actually cared about what I was doing. And, well, it was a motivation booster, and it has kept me going ever since then. And I'm pretty sure that many of you feel the same way, that this award is not just an award. It means so much more to you and your future career. With that in mind, I look forward to reading many more of your studies that will impact not only academic research but also practice, so keep going. Now, let me also use this moment to thank
the jury members. We had a great set of jury members from across the world, from both practice and academia, and I would like to thank you all for your diligence, for your thoughtful assessment, and for the great conversations. And it was very lovely meeting you all back in summer in person in Paris. Merci beaucoup. Bon, let me conclude and wishing you all the very best. Again, mes meilleures félicitations. Bonne soirée. Alors vous avez bien sûr ici la composition du jury 2022 et je crois qu'il faut évidemment voir et se féliciter de la pluralité, notamment au travers les pays, de ce jury, et c'est ce qui en fait aussi la richesse. Donc vraiment une très bonne expérience de pouvoir échanger avec ces différentes sensibilités, à la fois, comme je le disais, par pays, mais aussi d'un point de vue territorial, puisque on doit bien reconnaître qu'en France, on a des viviers de recherche à plein d'endroits, et c'est aussi ce qu'on cherche à faire dans la mixité de ce jury, qu'on cherche à mettre en évidence. Donc nous allons commencer la remise des prix avec, je me tourne vers Mine pour qui valide la séquence de la présentation. Donc avec la remise du prix du meilleur mémoire de master, qui est donc attribué à Mathieu Joubrel, donc pour son master appelé Bias Assessment and Mitigation for ESG Scoring Models. On est clairement sur une thématique qui est on ne peut plus dans l'air du temps. On revient sur le sujet de la matière qui est mise à la disposition des investisseurs pour intégrer les dimensions ESG, environnementales, sociales et de gouvernance. Donc on a tous travaillé pendant des années avec un certain nombre de fournisseurs de données, de fournisseurs d'analyse. Ce que nous propose Mathieu Joubrel dans ses travaux, c'est de revenir sur effectivement les orientations diverses et variées en fonction des approches qui sont proposées et qui vont de facto avoir une incidence inévitable sur les choix d'investissement de la part d'investisseurs qui utiliseront cette recherche-là. Voilà. Et je présente donc Mathieu, peut-être qui peut venir parler directement de ses travaux passionnants. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, comme c'est a priori l'orientation chez Ophir, je vais essayer de vous présenter la substantifique moelle de ce que j'ai essayé de faire dans mon papier. Donc, le sujet que j'aborde, il n'est pas extrêmement original, donc celui des notations ESG et de leur divergence, majoritairement. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant parce que ça cristallise pas mal de tensions, là où je pense que ça devrait plutôt ouvrir au débat. Et donc, j'ai essayé d'étudier un petit peu ces scores pour voir comment justement on peut les utiliser pour débattre et pour pouvoir vraiment exprimer des choses sur des décisions d'investissement. Il y a un certain nombre d'acteurs, des émetteurs par exemple, qui militent plutôt pour une convergence de ces scores, et je ne pense pas que cette convergence soit souhaitable, parce qu'en fait des investisseurs peuvent avoir différents avis sur la multiplicité des facteurs ESG qui sont pris en compte dans les scores. Et finalement, ce serait presque étrange que des différents investisseurs qui essaient de mettre en place un fonds pour promouvoir l'emploi des femmes dans les entreprises tech, ou alors un fonds sur la gestion des ressources en eau dans les pays émergents, aient le même avis sur une entreprise. Ce serait presque absurde. Donc je ne pense pas que cette divergence soit souhaitable. Ce qui est néfaste dans ce système-là, c'est qu'on n'a pas vraiment de transparence et une bonne compréhension des hypothèses, des méthodologies et des partis pris sous-jacents à ces scores. En fait, on peut se retrouver à essayer de comparer deux émetteurs ou deux fonds. Un va être noté à 72 sur 100, l'autre va être noté à double B sur triple A. Donc les deux sont certainement très vertueux, mais c'est un petit peu léger pour prendre une vraie décision dessus. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est comment est-ce qu'on peut étudier ces scores, les déconstruire pour essayer de voir quel type d'entreprise, quel type d'émetteurs ils mettent en avant, où est-ce qu'ils sont vraiment exigeants et quelles sont en fait les hypothèses qui ont été prises en compte pour mettre en place ces scores. Et ça a deux utilités, je pense, au niveau vraiment de la pratique des professionnels de la finance. D'une part, pour ceux qui créent les scores, être capable de vraiment comprendre et mesurer les choix distinctifs
qu'ils ont fait pour soit les corriger, soit les promouvoir et communiquer dessus pour qu'on puisse vraiment en fait comprendre ce qu'il y a derrière ces scores, derrière ce 72 sur 100. Et pour ceux qui sont en fait à l'extérieur, qui cherchent à comprendre ce qui a été fait, quelle démarche d'investissement a été adoptée. Donc par exemple un sélectionneur de fonds qui va vouloir comparer deux fonds, aujourd'hui il peut aller sur Morningstar et regarder les notes qui lui ont été données. Le problème c'est qu'ils ont tous été étudiés selon la même méthodologie, selon le même set de données de Sustainalytics, qui n'est pas forcément corrélé au set de données qui a été utilisé par l'investisseur. Donc tous les efforts qu'il a fait vont être juste effacés parce qu'on les regarde par un autre prisme. Je pense que c'est un petit peu absurde et qu'on a besoin d'outils qui permettent d'évaluer les investisseurs et leurs décisions et leurs scores à l'aune de leur propre recherche, leur propre effort, leur propre méthodologie. Donc ça, c'est un peu les deux utilités que je pense peuvent être vraiment tirées du papier et des analyses que j'ai essayé de faire. En gros, voilà, pour résumer, la divergence des scores, a priori, c'est un obstacle pour les investisseurs qui cherchent à mettre en place des démarches d'investissement responsable. Je pense au contraire que c'est une richesse pour ceux qui sont capables d'en discerner les vraies raisons et de se les approprier pour mettre en avant leurs démarches et leurs convictions. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a un deuxième mémoire de master qui remporte également le prix, qui est donc... que sont donc les travaux de Hattuet Nguyen, Lending for Sustainability, donc, où l'on parle cette fois-ci de l'ESG intégré dans la dynamique de prêt et ses interactions avec la création de valeur, la valeur pour l'actionnaire. Et je laisse Madame directement. Hi everyone. Sorry, I don't speak Spanish, so I will talk in English. So of course, I would like to thank you for giving our thesis award. So my thesis partner, Julia, is in China now, so she couldn't make it tonight. So this award is served to highlight the subject of our thesis on sustainable lending and the answer to the questions whether sustainable lending transfer to the grid to wealth, shareholder wealth. So what is ESG lending? So this type of lending is designed to have the borrower to improve their sustainability performance. So it comprises of green loan and sustainability-linked loan. So for green loans, it have the borrower to finance their green projects. So given this, the borrower of the green loan is only limited to the green sector that have precise definitions of the green projects or the green assets. For example, for renewable energies or waste management or carbon capture. Unlike green loans, sustainability-linked loans is allow borrowers to achieve their sustainability objectives by rewarding the borrower with a lower interest rate if they meet the sustainability performance target. So for these sustainability performance targets, it can be either internal targets, for example, the emissions intensity reductions or the employee training program or even the energy efficiencies development. Or it can also be the improve in their ESG rating overall by the external provider. So given this, the borrower of the sustainability-linked loans is not limited within the green sector, but can be across the whole sector if they want to improve their performance. So given this, it's important to understand whether the issuance of this sustainable loan transfer to the grid to firm value, and in particular, the shareholder wealth. And in our study, we use event study approach to investigate whether the short-term market reaction to the sustainable loan announcement used by the firms. And then we find that the sustainable loan borrower actually experienced a negative market reactions right after they announce that they're going to issue these new types of loans. And then it seems that the investor, they interpret this sustainable loan as a considerable incurring cost to the firm and leading to a decline in their shareholder wealth in the short term.
In addition, we also find that the announcement return are even more negative for the loan that issues after the COVID-19 pandemic, the COVID-19 market crash in 2020. So the evidence implies that sustainability does not immunize against the external shocks. We also examined the long-term stock returns following the issuance of the sustainable loans by comparing to the control group. And unlike to our short-term results, we find that the long-term buy and hold stock returns shows no significant difference compared to the matched peers. So this indicates that the loan issuance have no impact in the long term. So with this, we also raise the concerns to some potential presence of the sustainability washings practice. So for example, there's no restrictions and no tracking methods of the use of sustainable loan. So the firm, they may invest in the projects that actually give no sustainable impact to the firms or to also the society. And also the lack of the standard design of the sustainability performance targets and the lack of transparencies in their disclosures actually also give the misleading impressions of the firm commitment to ESG. So in conclusions, we think sustainable loan is a new instrument that actually have to finance ESG-friendly activities. With this, we hope that the company and also the lender, they find our thesis is good for the future adjustment of the loan to achieve the long-term objectives. Thank you. Merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre avec le prix pour la bourse de recherche. Et donc, le gagnant, le primé, est Nikolaus Astreiter. J'espère que je prononce bien. Pour son papier, pour ses travaux sur le lien entre l'investissement durable et l'impact en matière climatique, en l'occurrence. Yes, thank you. Bonjour, j'ai aussi préparé la présentation en anglais et je pense que j'aurai du mal à trouver mes mots, donc je vais pas changer de langue. So thanks a lot for having me here. I just want to start by saying that it's really a great pleasure and a great privilege to receive this award. Some of you also have done PhDs in their lives, and you know it's a long journey and it can be a very difficult endeavor. So receiving such a PhD research grant really helps a lot. What I want to explore in my research is how sustainable investing can help us reduce corporate carbon emissions. And I came across this topic because I've been working in the sustainable finance industry myself for 4 years. And you know these sort of questions, what we're doing, does it really create an impact? Does it really make any sort of difference? They've always been very important for me. So what my first reflex was to look into the literature. And I was surprised to see that indeed we have very little evidence. Of course, there are some papers out there that theorize the role that sustainable finance can play in driving change. But we have very little evidence that there is any sort of change within firm behavior. So this is why I call this topic essentially the green elephant in the room. Everything we're talking about at the end, will it help us combat climate change? There are several possible ways of exploring this question. And I think first of all, we have to think about how sustainable finance could in theory create an impact. There's a really helpful paper that was published in 2020 by Kolbe et al., so some researchers from the University of Zurich. And they identified 3 main mechanisms which show us how sustainable finance could, incentivize companies to improve their performance. The first one is shareholder engagement. So, as active owners, investors, they can talk to companies behind closed doors. They can also file shareholder resolutions. That has a very direct impact, of course. The second one is slightly more indirect. It's called capital allocation. If responsible investors divest from non-green companies, then the cost of capital, and importantly also the cost of debt, coming back to what Ha-Tuyen just presented, might increase. And then thirdly, we have a bunch of sort of indirect effects. And that can be that through the pure benchmarking of company sustainability performances, you might induce improvement because no company wants to be seen publicly as worse than their peers. So in my research, what I want to do is I want to further these theories
and I want to help to filling the empirical gap. And I want to do that using mixed methods. I want to do that using mixed methods because my observation is that so far, qualitative and quantitative research on sustainable finance have remained very self-contained. And I'm convinced that we need to combine the strength of both if we want to fully understand the impact question. Specifically, I want to use case studies, and so far I've identified two which I believe are very promising. So let me just present one of them. You might have heard of the investor coalition called Climate Action 100+, C100+. It's the biggest investor coalition in the world. They were created in 2017, and they have by now today more than 600 investors who have joined the coalition, and they have over 60 trillion US dollars of assets under management and advice. So it's really a very significant initiative. And my question is, C100+, through their engagement strategies, they use lots of different ways of engaging. They participate in proxy voting, they file resolutions together, but they also just talk to CEOs. Has C100+ helped us to improve the carbon performance of the biggest polluters in the world, publicly listed biggest polluters? And what is important to note is Climate Action 100+, they started off with 100 focus companies, and they selected them purely based on the carbon footprint. So the biggest publicly listed companies with the largest carbon footprint. This is a great opportunity for research because, speaking in econometrical terms, it represents an exogenous shock. There is no self-selection. Companies cannot, opt in or opt out. They're just selected. So I want to exploit this exogenous shock first with qualitative research. I want to interview C100+ investors, and I want to know, in their opinion, what are the engagement strategies that really work, that drive change. And then I also want to interview CSR managers of companies, because I want to understand, from a firm perspective, which factors within a firm really lead to change in firm behavior. And then I want to complement that with quantitative analysis. So what I want to do is here, I want to use panel regressions on a company level. I want to use a method that is, I think, again, very similar actually to what Hatvi had just presented. It's an event study called a difference in difference analysis. And here I want to use, again, using slightly technical terms, first a regression discontinuity analysis, and then different matching techniques. The goal of these quantitative analyses are always the same. I want to compare the performance of C100+ companies with the performance of similar companies that are not affected by C100+. If I can prove that there's a change in the performance in the C100+ companies, but no change in the performance of the similar not-affected companies, then C100+ essentially makes a difference. I know, of course, that this is easier to say than to actually do, and there will be challenges around data availability, challenges around data quality. But I'm optimistic, and I'm very excited to start this research. And also now with the PhD award, I will have more peace of mind, and I will have more time to focus on my research. So again, thank you very much. Donc nous poursuivons avec la meilleure thèse de doctorat, donc qui est donc le primé, et Vincent Boucher. Et donc je voulais aussi préciser que cette thèse a été, tu pourras le dire aussi, supervisée par certains membres du jury, dont on a Nicolas Motis qui est présent, aussi Patricia Criffo, et qu'ils ne font pas partie donc du vote dans ces cas de figure-là. Donc c'est aussi pour remettre en avant l'aspect indépendant des votes. Et donc j'appelle Vincent qui va nous expliquer donc son projet de recherche et ses travaux sur, encore une fois, le climat et la façon dont les risques climatiques sont pris en compte par les investisseurs et les outils qui sont à leur disposition. Merci. Bon, je pense que, comme vous le précisiez tout à l'heure, on n'est pas obligatoirement au milieu. Très bien. Je ne suis pas très familier avec cet exercice de pitch en 5 minutes, donc je me permets à la fois une note et un téléphone à côté. Bon, je quitte à prendre un petit peu de temps, mais je voulais quand même en profiter aussi pour faire quelques remerciements. Tout d'abord au FIR et au PRI pour
pour cette initiative. Je pense que les liens entre recherche académique et praticiens restent un enjeu un peu sous-développé, et donc je salue ce genre d'initiative. Je remercie évidemment aussi le jury pour avoir apprécié ces travaux, et en particulier sa présidente Caroline Flammer. Et puis, je remercie ceux qui ont contribué et sans qui cette thèse n'aurait pas eu lieu, à commencer par donc, mes directeurs de thèse, Nicolas Motis et Patricia Criffaut, qui m'ont accompagné bien au-delà de la thèse en elle-même. Je remercie aussi les membres de mon jury de thèse de soutenance, donc Elena Charrier, Bouchram Zali, Franck Agéry et Sébastien Pouget. Contrairement à vous ce soir, ces personnes n'ont pas pu se contenter de 5 minutes d'exposé, mais elles ont dû lire l'intégralité de ce manuscrit, et pour certains plusieurs fois. Et puis, donc c'est une thèse qui s'est déroulée en CIFRE. Donc, je remercie la Caisse des dépôts, sans qui ce projet n'aurait pas été possible, et en particulier donc Elena Charrier et Marie-Josée Giraud, qui m'ont fait pleinement confiance pendant ces plusieurs années. Donc, cette thèse, comme l'a indiqué Lise, s'intéresse aux interactions entre le changement climatique et les institutions financières, sous deux problématiques, celle qu'on connaît tous des risques financiers induits par le changement climatique et la transition énergétique, et celle de l'impact extra-financier des institutions financières sur le changement climatique. Donc a priori, et en particulier aujourd'hui, ce n'est hélas pas un sujet très original, et j'ai fait le choix, plutôt que d'essayer de résumer au maximum tous les résultats de la thèse, de me concentrer sur ce qui, j'espère, ou je pense, en fait un petit peu son originalité, à savoir l'approche méthodologique retenue. Et j'essaierai aussi de vous partager quelques recommandations, en tout cas suggestions, que j'ai pu un peu tirer de ces travaux. Donc, par rapport à cette approche, j'ai choisi d'avoir une approche pluridisciplinaire entre économie et gestion. Je relisais tout à l'heure l'introduction de la thèse, où je disais que c'était une approche que j'avais choisie dès le départ, ce qui était vrai officiellement. C'est pour ça que j'avais choisi donc un directeur en gestion et une directrice en économie. Officieusement, ce qui m'intéressait quand même vraiment au départ, c'était de faire des modèles, et en particulier d'arriver à modéliser les probabilités de défaut en fonction d'évolution du prix du carbone, de scénarios. Je pense que c'est des termes que la plupart d'entre vous connaissent et ont l'occasion de côtoyer. Et donc, dans cette première partie de thèse, j'ai envie de dire, j'ai côtoyé pas mal d'obstacles auxquels, là aussi, vous êtes familiers: la disponibilité des données, la qualité, la couverture, les scénarios, comment on gère les incertitudes versus les probabilités. Quand on parle d'impact, ce qui a été un peu évoqué aussi tout à l'heure, comment est-ce qu'on démontre la causalité? Ça, c'est plein de questions plutôt très quantitatives et autres. Et puis, ces travaux ont donné lieu à des articles, à pas mal de résultats intéressants. On montrait un petit peu l'impact du prix du carbone sur différents secteurs, essayer de voir si les marchés prenaient déjà en compte ce risque de transition sur le marché de la dette. On montrait que ce n'est pas toujours le cas, qu'il se passe des choses après 2015, des choses comme ça. Et puis est venu le moment d'implémenter ces outils dans l'organisation dans laquelle j'ai pu faire ma thèse, à la Caisse des dépôts. Et là, j'étais confronté à d'autres problématiques qui, à mes yeux, aujourd'hui, sont autant, si ce n'est plus importantes, à avoir des problématiques plutôt managériales, et face auxquelles je me suis retrouvé un petit peu démuni. Et donc, ça m'a conduit à revoir un petit peu le positionnement de ma thèse, et à m'intéresser aussi peut-être plus sérieusement à la gestion et ce que la littérature a pu un peu dire là-dessus. Et donc, c'est assez tardivement que j'ai découvert toute la littérature sur les outils de gestion. C'est une littérature issue des sciences du management ou de gestion, voire de la sociologie, et qui s'intéresse non pas à l'outil en tant que tel, mais à l'outil dans l'organisation. Et au-delà de la satisfaction d'avoir trouvé un cadre théorique, qui est un petit peu le cauchemar de tout doctorant en gestion, c'était aussi je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à construire des outils qui servent vraiment à la prise de décision. Et ça m'amène à ma première recommandation un peu issue de ces travaux, c'est sur l'implémentation de ces outils, qu'il s'agisse d'intégration dans les modèles de crédit, qu'il s'agisse de scénarios, donc dans la conduite, par exemple, de l'exercice pilote de stress test climatique mené par la CPR en 2020, mais peut-être qui ont eu le droit aussi, ou dans des outils de mesure d'impact sur les objectifs de développement durable. J'ai été confronté donc à ces enjeux plus managériaux, et si je vais prendre l'exemple particulier du stress test climatique, je me suis rendu compte que l'enjeu des données et l'enjeu des scénarios est certes présent, mais concrètement, ce qui, dans cette première expérience, qui était un exercice pilote, a limité, je pense, la portée vis-à-vis des directeurs, et en l'occurrence, par exemple, des directeurs financiers du groupe. Ce n'était pas les données, ce n'était pas le modèle, c'était les narratifs associés à scénarios. Je pense que contrairement à des stress tests financiers qui s'appuient par exemple sur les crises financières passées ou autres, où la mémoire collective joue le rôle de ce narratif,
quand on parle de transition énergétique, quand on parle de scénario à 2 degrés, 1,5, 3,5, etc., aujourd'hui, on n'a pas le narratif associé. Et c'est ce qui bloque beaucoup la compréhension et la prise en compte par ces dirigeants. Et donc, ma première recommandation par rapport à ces stress tests climatiques, c'est de mettre un peu plus d'efforts dans ces exercices de narratif associé au scénario. Alors, je ne sais pas si ça passe par des consultants en prospective, par des auteurs en science-fiction ou autres, mais je pense qu'il y a un vrai besoin d'allier un peu plus de qualitatif et qu'on ne peut pas uniquement projeter un scénario sur la base de données quantitatives. Toujours dans les leçons un peu que j'ai pu avoir de cette thèse, en particulier sur l'approche pluridisciplinaire, c'est le lien avec les climatologues. Pour l'anecdote, quand j'ai commencé à rencontrer des climatologues pour essayer de comprendre comment eux appréhendaient le risque climatique, je leur ai dit, voilà, j'aimerais savoir comment vous appréhendez les risques physiques, les risques de transition. Ils m'ont dit, mais c'est quoi les risques physiques, climatologues? Et en fait, ces termes, qui pour nous, enfin pour la plupart, j'imagine, d'entre vous, sont assez communs, c'est pas du tout des termes qui viennent des climatologues. Et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte, par exemple, que la TCFD, alors désolé pour les acronymes, mais c'est la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, que je pense pas mal d'entre vous connaissent. Donc il y a un organe qui donne des directives sur comment rapporter sur les risques climatiques. Je me suis rendu compte que dans la composition de cette task force, il y a des industriels, il y a des consultants, mais il n'y a pas de climatologues. Voilà. Donc sur une task force sur les changements climatiques, sur les risques climatiques, il n'y a pas de climatologues. Et donc voilà, ça m'amène à cette deuxième recommandation qui est non pas simplement de consulter les climatologues de temps en temps pour faire une présentation de 30 minutes des fois ou autre, mais vraiment de les intégrer dans le développement de ces outils de gestion, qu'il s'agisse des outils de risque ou des outils d'impact. Enfin, et pour conclure, une dernière recommandation qui s'adresse peut-être plus au monde académique, mais encore une fois, je salue, je pense, cette initiative pour l'avoir fait à la fois avec cette thèse, puis aussi avec le projet thèse. C'est sur la valorisation de ces approches pluridisciplinaires. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des directeurs de thèse très compréhensifs qui m'ont laissé cette liberté d'aller un peu explorer ces différents sujets, à la fois en économétrie pure, et puis ensuite en gestion avec des process très qualitatifs, à faire des entretiens, etc., etc. Mais aujourd'hui, il se trouve quand même que dans la recherche académique, on a une approche qui reste très segmentée, tant dans les laboratoires que dans les revues. Et je pense que face à l'urgence climatique et à sa nature interdisciplinaire, il est quand même temps de repenser la manière dont on évalue la recherche académique et en particulier la mesure d'impact de la recherche académique cette fois. Voilà, et merci encore à tous et puis je serais ravi de discuter de certains sujets. Merci. Alors pour le prochain prix, en fait, eh bien, c'est moi-même qui vais vous présenter le contenu, en tout cas, vous essayer de vous le décrire brièvement. Donc, il s'agit de la meilleure innovation pédagogique. Donc ça, c'est un prix que moi j'affectionne en particulier parce que là, on parle aussi de partage et de quelque part de transfert de toute cette connaissance d'un point de vue éducatif. Et donc pour ce prix-là, c'est donc Jacob Thomas qui nous a proposé un outil de simulation sur donc le concept des risques de transition et les stress tests qu'on peut formaliser de manière à mesurer ces risques de transition et l'exposition d'un portefeuille. En l'occurrence, il s'agit d'un portefeuille de loss, de prêt. Alors, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que plusieurs joueurs peuvent collectivement s'insérer dans ces simulations. L'outil est paramétré dans plein de sens différents, donc du point de vue des variables macrofinancières, mais aussi et surtout du point de vue des variables environnementales, avec des choix qui sont quand même assez structurants, comme le niveau d'une taxe carbone ou encore l'exposition à des secteurs à fort enjeu. Donc tout ça fait partie intégrante d'un modèle, d'une vision, en fait, d'une modélisation des risques de transition qui sont décrits par Jacob dans cette innovation pédagogique. Et donc, malheureusement, l'auteur n'est pas là pour en parler, mais un outil, une innovation qui a beaucoup plu au jury, et donc qui met encore une fois à l'honneur, bien sûr, la recherche autour des risques climatiques. Donc, le prochain prix concerne le prix du meilleur article et est donc attribué à Paul Smits qui nous parle des préférences ESG. Donc ça, c'est un thème
concerne beaucoup les investisseurs en ce moment, du fait de la réglementation européenne qui met à l'honneur cette question des préférences des individus pour plus de soutenabilité dans les investissements. Et donc, je laisse la parole à Paul Smits, s'il nous entend, pour nous parler de sa recherche, peut-être en anglais, je ne sais pas. Sure. Yeah. So my name is Paul Smits, and together with my PhD student back then, Tobias Ruoff, and my colleague Rob Bauer, we actually wanted to find out, do pension fund participants, pension fund members, really want to have sustainable investments if their actual pension money is at stake? And to investigate that, we wanted to give participants a real vote and not a hypothetical vote. So we did not just want to ask people a survey question like, do you like sustainability? Because then a lot of people say yes, but I know from previous research that there is a big hypothetical gap. So that means what people say that they do and what they actually do is often not the same. So to know what people really do, you must also give them a real choice. And that's what we did together with Pensioenfonds Detailhandel, and that's the pension fund for workers in the Dutch retail sector. So we gave to all of the active members from whom we had the contact details, we all gave them a vote. And the nice thing was that the board of the pension fund was the first board worldwide to commit to the outcome of the choices. So we actually could do a real field experiment where the participants had an actual say on what the pension fund would do. And the board would also commit to that outcome. And when we then asked the participants, we did that in 2018, we say, okay, do you want that your pension savings are invested in a more sustainable way? And we also told them that doing that means that the pension fund will not only look at the financial returns, but will also consider social and environmental factors. And then what I see is strikingly, and this is in contrast to what many of the pension fund professionals expected, because they expected that only a small group would want to increase sustainable investment, but 2/3, so 2 out of 3 pension members voted for more sustainable investments. And even among those participants that expected that more sustainable investments would lower their expected returns, even among that group, I see that the majority still votes for more sustainable investment. So the pension board stuck to its promise and they implemented this. So the pension fund changed its 7.5 billion euros of invested money into a more sustainable portfolio. So they created their own benchmark based on the 4 sustainable development goals that came out of our study, and now invest all the 7.5 billion of their equity portfolio according to this new benchmark. On top of that, the pension fund also substantially increased its engagement. So they engage now more than 40% extra compared to the situation before our study. So what we then did in 2020 is we went back to the participants of the pension fund, and we explained them exactly these 2 things, that the pension fund changed the portfolio and increased its engagement with the companies in which they invest. And this was during the COVID crisis, so when pension funds were quite under pressure, also their financial returns. So we asked the participants again, we said, look, this is what the pension fund has done with your vote from 2018. This is how they have implemented it. And now again, the participants could tell us whether the pension fund should continue with what they have done or they should stop. And the striking thing is that, again, if we explain participants exactly how the pension board has implemented these sustainable investments, I still observe a majority that backs
this extra screening of the portfolios, this ESG screening, but also a majority that backs the engagement. And again, here, also among participants that expected lower returns or participants that thought that COVID-19 would reduce their pension benefits, among all these different subgroups, I see consistently in 2018 and 2020 that these participants vote for more sustainable investments. And what I think that means is that very often pension boards still are reluctant to increase their sustainable investments because they say, my participants don't want that. Well, I think that our study has convincingly shown that often, and of course we should see this for other pension funds too, but I can say from 2 other pension funds that I advised in the Netherlands, we found very similar results. And I recently did a study on sustainable investment preferences in different European countries, and there are also only very small differences. France is, for example, very close to the preferences of the Dutch. So my prediction is that in many, many countries, a lot of participants are actually really willing to put their pension money at stake and to invest in a more sustainable manner. Thanks a lot. Thanks, Paul. Donc nous allons poursuivre par la conclusion. Donc voilà un cru 2022 effectivement très riche. Et pour cette conclusion, je laisse la parole à Jean-Philippe Desmartins qui va nous donner son regard sur le moment qu'on vient de passer et sur ce cru 2022. Merci Lise. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis le dernier lien avant le cocktail. Donc je vais aller vite, bien sûr, parce que le verre de l'amitié compte plus qu'autre chose. Et puis je sais que nos amis d'H2R nous reçoivent toujours très bien, avec notamment des bons vins, avec bien sûr la modération qui s'impose, la sobriété, c'est dans l'air du temps. Et ce n'est pas un gros mot, il faut le rappeler. Je voudrais dire aussi un mot à Claude Jouaven, qui est avec nous, avec qui... nous avons construit ce prix il y a quelques temps, et qui a 17 ans. Donc c'est la fin de l'adolescence, on va dire. Et l'année prochaine, il sera majeur, ce prix. Et on voit, merci à tous ceux qui témoignent côté chercheurs académiques et praticiens de l'utilité de ce prix encore aujourd'hui. Et on a été assez pionniers, je crois, en se lançant au début de ces 2000 dans ce challenge. Alors, j'irai vite, bien sûr, je vous l'ai dit, donc quelques petites idées fortes de ce prix, de ce QV 2022, mais qui reprend d'autres. D'abord, tout le monde le souligne, c'est l'importance, et ça a été vraiment au cœur de la construction de l'idée de ce prix, c'est réunir les praticiens et les académiques. Certains l'ont dit, c'est encore trop neuf. Oui, il y a encore beaucoup de travail, mais je voudrais saluer là du coup, ce travail il peut se faire parce qu'il y a des sponsors, excusez-moi, il faut le dire, donc il y a 11 sponsors très fidèles, très grande stabilité, qui participent énormément au débat. C'est riche et ils sont utiles dans le dispositif. Alors les académiques, bien évidemment, là aussi je voudrais saluer leur contribution. Et vous savez qu'on a une présidence qui tourne chaque année, et je crois que l'exemple de Caroline Flammeux cette année est exemplaire parce qu'elle nous l'a dit. On l'a récompensée il y a 7 ans, et je tiens à souligner que sur toutes les 17 éditions, il y a énormément de gens qu'on a identifiés en amont qui aujourd'hui ont un rôle important en Europe et ailleurs sur notre sujet. Et elle a dit aussi, elle a rappelé l'importance que ce prix a eu pour toute sa carrière, et je pense qu'aujourd'hui elle fait un beau parcours. Elle est maintenant à Columbia, et je pense que c'est une personne qui est reconnue globalement sur tous ces sujets. L'Europe, puisque c'est un prix qu'on l'a voulu européen. Alors souvent dans les éditions précédentes, je rappelais que l'Europe s'était fait au Moyen-Âge autour de l'éducation, etc. Ma mère qui a 93 ans m'a toujours dit l'Europe c'est la paix, parce qu'elle a vécu la guerre dans sa jeunesse, et avec un peu d'émotion. Le contexte actuel m'amène à vous dire que la paix est un sujet qui compte, y compris en matière de développement durable. Il y a une définition large aussi de l'Europe. Elle n'est pas étroite, vous l'avez vu dans les récompenses. Nos amis norvégiens sont présents, hollandais, anglais, français, et aussi en dehors de l'Europe, puisque on y avait une collègue
one of your colleagues is based in China, and we are very happy to have you on board, people from Europe, but also outside of Europe, and you are warmly welcome. Ça, c'est un deuxième sujet. Le troisième, c'est évidemment toute la chaîne académique qu'on récompense, des étudiants jusqu'à la recherche. On est même tellement généreux cette année qu'on donne 6 awards, vous avez remarqué, d'habitude on en donne 5, mais on n'a pas réussi à se départager. Ça montre la richesse aussi des débats. À un moment, arriver à se dire, sur une catégorie, on peut arriver à se dire, tiens, ces deux candidatures se valent vraiment, et surtout elles se complètent. Il y a énormément de réflexion de la part du jury, que ce soit chercheurs et praticiens, pour que dans les choix des thématiques environnementales, sociales, du quantitatif, du qualitatif, quelque chose de très technique, quelque chose qui va être plus institutionnel, donner vraiment cette richesse, et on le retrouve année après année. J'avance vite puisque le temps passe. En fait, tous les travaux qui nous ont présentés, je regardais un petit peu, avec ma casquette de modeste praticien, ils nous sont utiles. Et ils nous sont utiles, je regardais notamment sur le concept de double matérialité, parce que vous savez, beaucoup de gens disent single materiality, double materiality. En fait, j'écoutais vraiment les conclusions, et ça nous est utile pour les deux, et ça nous est utile aussi, nous en tant que praticiens, sur des aspects techniques. Vous savez que la finance est quand même un métier technique, mais aussi dans une dimension institutionnelle, de license to operate. I was saying that all the contributions here are very useful for us as practitioners, especially regarding the concept of double materiality, which is in Europe, is really key, but also for technical input and also institutional inputs. Et je crois que cette notion-là de license to operate, d'acceptabilité de la finance durable, comme moi on était quelques martiens il y a une vingtaine d'années à opérer, aujourd'hui ça se développe, mais je voudrais insister sur le fait que tout n'est pas gagné, tout n'est pas linéaire. Il suffit de 7 mois en Ukraine, en guerre, et beaucoup de gens reviennent vous dire, mais laisse tomber, on repart à fond sur les énergies fossiles, ou encore des sujets qui ne sont pas simplement pour sourire, mais tiens, le secteur de la défense fait vraiment partie de la taxonomie sociale. Ça fait partie des débats normaux, mais c'est pour dire que tout n'est pas gagné, tout n'est pas linéaire, et qu'il y aura encore, ce qui est normal, beaucoup de combats. 2 petits mots de conclusion. Un, et ça a été dit, l'enjeu de casser les silos. Alors moi, en tant que praticien, j'ai toujours cru que casser les silos, c'était plus difficile chez les praticiens que chez les académiques. Et en partageant encore récemment avec notamment Nicolas Motis, on se rend compte que c'est extrêmement dur, d'où la joie de voir Vincent Boucher qui a réussi, avec sa façon de travailler, à casser un peu les silos. Et c'est un grand défi pour les praticiens académiques, donc c'est le défi. Et puis un petit coup de cœur, ça a été dit par Lise, sur l'initiative pédagogique. Vous savez que c'est un des awards. Et c'est un petit peu difficile. Il faut qu'il trouve sa place dans l'ensemble de ces catégories. Et je voudrais saluer les académiques qui ont fait un gros travail de réflexion pour le remettre au centre du dispositif. Là encore, je voudrais saluer Christophe Révelli qui nous avait requinqué il y a quelques mois en nous expliquant pourquoi c'était aussi important. Et pourquoi c'est aussi important ? Parce que c'est simplement le lieu de transfert des académiques vers les étudiants, non seulement du savoir, mais de la passion et des convictions. Et c'est vraiment de tout ça dont on a besoin. Et je vous remercie de votre attention. Thank you for your attention.